Bienvenue à tous, on met le journal sur pause. Et on prend le temps de s'intéresser à ce pays qui fait la une dans une bonne partie du monde, l'Ukraine, alors qu'on s'apprête à commémorer les 3 ans du début de la guerre. Un rapprochement entre les États-Unis et la Russie inquiète. Alors, qu'en pensent les Ukrainiens chez nous et de quelles aides bénéficient-ils encore dans nos communes ? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette parenthèse dans nos éditions quotidiennes. Ce soir, on s'intéresse donc à l'Ukraine. Il y a 3 ans, le 24 février 2022, la Russie envahissait ce pays, provoquant un exode vers les pays voisins, mais aussi vers la Belgique. Alors, que reste-t-il de cet accueil dans nos communes ? Et puis, à côté de ce triste anniversaire, l'Ukraine est surtout sur le devant de la scène suite au rapprochement aussi soudain qu'inattendu entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Qu'en pense donc la communauté ukrainienne installée chez nous ? Pour répondre à ces doubles questions, 2 invités au profil très différent. Tatiana Lefterova, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ukrainienne et vous habitez aujourd'hui Sydney. Et à vos côtés, Florian Bernard, vous êtes assistant social au CPS de Borin. Oui, exactement. Alors, Tatiana Lefterova, on va commencer par vous parce qu'il ne faudrait pas que nos téléspectateurs se méprennent. Vous n'êtes pas une réfugiée de 2022. Vous n'êtes pas arrivée ici en Belgique à ce moment-là. Non. Non, effectivement, je ne suis pas réfugiée ukrainienne. Je suis ici depuis 8 ans, donc j'ai mon travail, je suis enseignante, professeure d'anglais. Mais cette situation, bien sûr, qui m'inquiète beaucoup. Et moi, j'aide beaucoup les réfugiés ukrainiens ici qui sont arrivés au début de la guerre et maintenant encore. Vous faisiez partie des interprètes de la ville de Sydney quand les Ukrainiens sont arrivés, on s'en souvient, en car ici en Belgique. C'est vous qui serviez un petit peu d'interface, pas que vous, mais vous en faisiez partie avec les autorités communales. Oui, exactement, oui. Alors je le disais, l'Ukraine, le triste anniversaire ce lundi, mais aussi, comme ça, sorti un peu de nulle part, on ne le voyait pas vraiment arriver, ce rapprochement entre les États-Unis et la Russie, c'est quelque chose qui, vous, personnellement, vous a surpris, vous inquiète ? Bien sûr, déjà pendant les élections, c'était vraiment une grande question parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut, on ne savait pas plutôt. Maintenant, on peut imaginer, on ne savait pas ce qu'on pouvait attendre de Donald Trump. Et maintenant, tout ce qu'il fait, on comprend bien que cette situation est encore plus difficile parce que je pense que tous les Ukrainiens ils ont une grande déception et aussi franchement, on ne sait pas. Le futur devient encore plus inquiétant qu'avant. Et maintenant, on pense que l'Europe elle doit réagir encore plus fort et prendre des actions plus efficaces. Parce que c'est vrai que les États-Unis, c'est un grand pays et quand c'était notre partenaire. Et maintenant, quand notre partenaire a une réunion sans inviter Zelensky, c'est vraiment, on ne comprend pas. C'est ça la crainte, c'est de voir les deux grands s'arranger entre eux sans convier. Sans Ukraine. Et en plus, on imaginait que Donald Trump elle a dû d'abord voir Zelensky et après, mais encore, est-ce qu'il devait... oui, effectivement, pour prendre les décisions, pour trouver les solutions, il faut négocier avec Poutine, mais pas comme elle a fait maintenant. Et la communauté ukrainienne qui est ici en Belgique, du côté de Sydney, elle voit ça avec quel regard ? Est-ce qu'il y a aussi une forme de déception vis-à-vis justement des pays européens ? Oui. Je peux le dire, oui, je peux le confirmer, parce qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de réactions, oui. Mais si on va plus loin, en 2014, déjà avec la Crimée, il n'y avait pas de réaction du monde entier, on peut dire comme ça, et donc déjà en 2014, on était déçus, et encore maintenant... Oui, c'est vrai qu'il y a une grande déception parce qu'on pense que l'Europe peut réagir plus fort et prendre les décisions qui sont plus efficaces. Alors on va en venir aux 3 ans, puisque c'était le 24 février 2022. Quel souvenir vous gardez, vous,
peut-être pas du 24 février, mais des jours qui ont suivi et de l'arrivée justement de ces réfugiés dans une ville dans laquelle vous viviez déjà, hein, je le rappelle, ici à Siné. Déjà, c'était très difficile pour moi parce que mes parents et mon frère ils étaient à Kiev, la capitale d'Ukraine. Et donc, franchement, mes parents, ils ont vécu beaucoup de choses. Et donc, pour moi, c'était vraiment difficile. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de faire quelque chose pour les réfugiés. Et comme ça, j'étais engagée, et pas un peu, vraiment beaucoup. Et donc, c'était vraiment difficile et on ne croyait pas. Parce que moi, j'ai parlé avec mon frère à 22h et le lendemain, à 4h, la Russie a commencé la guerre. Donc, franchement, même personnellement, pour moi, c'était très dur. Et les jours après, je peux dire que 2 semaines après, je ne mangeais pas, je ne dormais pas. Je restais avec mon téléphone, j'ai regardé des nouvelles. Et donc, je sais que c'était difficile pour tous mes amis, parce que j'ai beaucoup d'amis ici, et donc elles étaient comme moi, 24 heures sur 24 heures. À essayer d'avoir des informations. Oui, des informations. Et moi, quand on regarde à la télé les histoires difficiles, c'est une chose, mais moi je connais les gens personnellement, et j'ai entendu leurs histoires, et je peux vous dire que c'était horrible. Alors, dans un premier temps, l'aide, quand les réfugiés ukrainiens arrivent ici, elle est essentiellement du fait des citoyens, avant d'être celle des pouvoirs publics. Ça vous a surpris, cette mobilisation autour des réfugiés ? Ça dépend. Je peux dire aussi c'était un peu différent, ça dépend où. Parce que par exemple, à Siné, je trouve que c'était bien organisé et en général, je trouve que le peuple belge, ils étaient très accueillants par rapport aux Ukrainiens. Donc, franchement, c'était une bonne chose. À cause de ça, par rapport à ça, je ne peux pas dire c'était pas une déception, c'est plutôt vraiment on remercie aux Belges et en général à l'Europe pour cette aide parce que c'était nécessaire. Parce que les gens, comme je dis, on ne croyait pas que c'était pas possible et donc quand c'est arrivé, c'était effrayant. Et donc quand tu pars, déjà tu laisses ta maison, tu prends ton enfant et une petite valise ou un petit sac et tu pars. Tu ne sais pas où tu pars, donc oui, c'était vraiment. C'était pas, je ne peux pas dire que c'était une surprise. En tout cas, on trouve que c'est comme ça, les choses doivent se passer parce qu'on est tous humains et donc on doit aider les gens quand ils sont en difficulté parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Et donc. Effectivement. Florian Verdun, vous arrivez, vous, dans un second temps. Hein, vous travaillez aujourd'hui pour le CPS de Borin. À l'époque, vous êtes engagé pour travailler exclusivement à l'accueil des réfugiés ukrainiens sur la commune de Borin. Comment ça s'est passé ? Oui, donc j'étais engagé moi, aux alentours de mai, lorsqu'on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait une vraie crise migratoire, avec des arrivées qui étaient énormément en mars et en avril, où tous les collègues, et je pense que c'était pareil dans toutes les communes, ont été énormément débordés. Donc moi, en m'engageant, ils ont pu retourner à leurs occupations et moi m'occuper exclusivement de ça, me spécialiser dans cet accueil. Au début, ça a été énormément de recherche de logement pour ces personnes-là, parce que les citoyens, eux, commençaient un peu aussi à avoir des difficultés à l'accueil, parce qu'il a fallu le temps de mettre en place aussi également des cours de français pour que les deux familles puissent communiquer ensemble. Oui, parce que l'aide dans les familles, ça va bien un temps, je vais dire, mais ce n'était pas quelque chose qui pouvait s'établir dans le temps et dans la durée. Non, absolument pas. Après, actuellement, il y en a toujours 2-3 familles où tout se passe bien parce qu'il y a des dispositions qui sont mises en place, à savoir chacun a un peu son petit logement, mais de manière générale, ce n'est pas possible. C'est quand même 2 cultures différentes, avec des manières de vivre différentes et des croyances différentes. Non, ça ne pouvait pas s'établir dans le temps. Bien sûr. Alors, je disais, un formidable élan d'aide il y a 3 ans. On a voulu savoir ce qu'il en restait de cette aide et on est retourné du côté de Vresse-sur-Semois. C'est un reportage de Gauthier Falk. Il y a 1 an et demi, voilà à quoi ressemblait la solidarité à Vresse-sur-Semois. Une dizaine de bénévoles s'activaient pour trier les nombreux dons destinés aux Ukrainiens qui avaient tout perdu. Voici le même endroit aujourd'hui. Et ben voilà, c'était ici. Il y en avait du bazar, c'était plein. Maintenant, évidemment, c'est vide, mais ça vit encore différemment, donc beaucoup moins d'encombrement. Moins d'encombrement, car moins de dons
C'est la réalité vécue par Mimi. Quand les gens venaient m'apporter des choses, à chaque fois je les laissais choisir 1 ou 2 oiseaux, des bleus et des jaunes évidemment. Ce sont les couleurs de l'Ukraine. Cette bénévole avait prêté plusieurs pièces de sa maison pour stocker les dons. Aujourd'hui, ces pièces sont à nouveau libres. Il y a une forte différence, c'est-à-dire qu'au début, il y a eu un gros engouement, et puis ça a diminué, évidemment, les gens qui avaient vidé leur armoire, qui avaient trié, etc., qui avaient été très généreux, ne pouvaient pas le faire 2 fois, quoi. Mais il y a eu aussi un ajustement dans la demande, donc il y a beaucoup moins besoin de vêtements, de chaussures, etc. Néanmoins, Mimi ne parle pas d'essoufflement de l'entraide, car des dons se font toujours, mais ils sont plus ciblés. Il n'y a plus besoin de cet espace, puisqu'on se concentre sur des choses beaucoup plus petites, comme des attelles, des bandages, des produits médicamenteux, encore les friandises évidemment, parce que c'est essentiel dans la vie des Ukrainiens. Ils sont très bec à sucre, hein. Ils aiment beaucoup les sucreries. Et de temps en temps, de nouvelles livraisons de matériel sont réalisées vers l'Ukraine. Et là, on voit le groupe électrogène qui part en Ukraine. Donc là, c'est un petit transport. C'est aussi sur son téléphone que Mimi reçoit des nouvelles d'une famille d'Ukrainiens qu'elle a hébergée pendant 9 mois. Elle les considère comme sa famille et s'attriste de voir cette guerre s'éterniser. On est 3 ans après. C'est terrible. Pour eux, ils n'envisageaient absolument pas de rester jusqu'à l'hiver. Je n'attends qu'une chose, moi, c'est que ça soit terminé et que je puisse aller leur rendre visite. Au début de la guerre, elle avait accroché le drapeau ukrainien à l'avant de sa maison. À l'image de la solidarité, il est toujours là, mais n'a plus le même aspect. Mimi espère le décrocher quand la guerre sera finie. Tatiana Lefterova, c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi, cette façon dont l'aide, on va dire qu'elle s'est essoufflée, mais qu'elle s'est transformée. On n'est plus dans les immenses camions du début qui envoyaient comme ça un petit peu peut-être tout et n'importe quoi vers l'Ukraine. C'est quelque chose que vous percevez aussi ? Oui, je pense qu'au début, c'était vraiment tout et on ne réfléchissait pas beaucoup. Mais oui, d'accord que l'aide doit être plus ciblée, quoi. Donc il faut envoyer vraiment les choses qui sont ce que les gens ont besoin. Donc oui. Il n'y a pas de lassitude, il n'y a pas des gens comme ça qui disent encore les Ukrainiens ou pas du tout. Je pense que maintenant, oui, tout le monde est un peu fatigué. On comprend bien en Ukraine aussi, en Europe. Mais on doit comprendre aussi, ce n'est pas la faute de l'Ukraine. Il y a encore des familles ukrainiennes qui ont perdu tout. Parce que je connais beaucoup de familles ukrainiennes aussi. Et je sais que parfois, les situations sont vraiment terribles parce qu'elles ont perdu tout. Plus de maison, rien. Et parfois aussi, les membres de la famille et tout ça. Donc, oui, je comprends la fatigue et tout ça. Mais en même temps, on doit comprendre que c'est la guerre, que ce n'est pas la faute de ces gens. Alors en Belgique, j'ai les chiffres fin 2024, 91 806 attestations de protection temporaire pour des réfugiés ukrainiens. Il y a encore 66 000 Ukrainiens réfugiés de cette guerre qui vivent en Belgique, 1762 en province de Namur, une trentaine à Borin, 32 à Borin. Quelle est la situation de ces réfugiés ? C'est des gens qui aujourd'hui travaillent, vivent dans leur propre logement, ou il y a encore des gens qui ont besoin d'un accompagnement plus important ? Tous les Ukrainiens ont encore besoin d'un petit accompagnement. Ne fût-ce que dans un accompagnement administratif, lorsqu'ils reçoivent des courriers, leur expliquer vers quel organisme se tourner. Actuellement, ils sont principalement dans leur logement. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus non plus la personne belge qui les explique un peu et qui les dirige également. Donc je fais principalement ce rôle-là. Certains ont trouvé du travail. Oui, c'est ça. On a soit du travail, soit ils suivent des formations, que ce soit l'IFAPME, ou alors ils suivent encore des cours de français. Mais on va dire, ils sont en train de monter en niveau pour après viser une autonomie, un travail, et ne plus dépendre de l'aide de la Belgique. Alors, vous disiez 32, ils étaient passés 70 à un certain moment. Les autres sont allés où ? Il y en a certains qui sont partis en Ukraine lorsque la situation dans leur ville s'est calmée. D'autres sont partis dans d'autres communes parce que tout simplement ils avaient trouvé du travail ou un logement. Et d'autres sont partis dans d'autres pays, rejoindre par exemple leur famille. C'est quelque chose que vous sentez souvent chez les réfugiés ukrainiens, c'est l'envie de retourner en Ukraine, ou il y a des réfugiés qui se disent finalement je vais peut-être continuer mon histoire, ma vie ici en Belgique ? C'est une question difficile, ça dépend de la famille. Par exemple, s'il y a la maman avec ses enfants ici,
Et le papa qui est en Ukraine, bah, sûrement qu'elle veut le retourner. Et pour les familles comme ça, franchement, c'est vraiment difficile de vivre ici, même si tout va bien ici, ok, il n'y a pas de guerre et tout ça, mais elles veulent retourner. Mais je connais d'autres familles aussi qu'elles veulent retourner absolument. Elles comptent les jours et elles veulent retourner. Mais en même temps, on comprend bien qu'elles sont ici depuis 3 ans. Et certains ont déjà à l'université, je ne sais pas, ils ont déjà commencé à construire leur vie ici. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent retourner. La plupart veulent retourner dès que ça sera possible. C'est aussi votre sentiment ? Pas vraiment. Non, moi, on va dire que c'est du 50-50. Moi, il y en a quelques-uns qui souhaitent vraiment s'installer ici, où les enfants vont à l'école, par exemple. Et le mari, par exemple, est arrivé. C'est tout. Enfin, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend des situations familiales. Ouais. Alors, on va peut-être finir là-dessus, Tatiana Lefterova. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui vous souhaiter ? Alors, j'imagine la paix en Ukraine, mais il y a quand même cette petite phrase qu'on entend par moment de dire « Est-ce qu'il vaut mieux une mauvaise paix ou justement que cette guerre continue ?» C'est un dilemme impossible. Oui, c'est vraiment une question difficile. Mais pour nous, pour les Ukrainiens, parce que mon frère, par exemple, il est toujours en Ukraine. Et je peux dire qu'ici, on panique plus que les Ukrainiens qui habitent là-bas, parce qu'ils vont absolument la paix, bien sûr, comme nous aussi, mais à quel prix ? Parce qu'il y a déjà beaucoup de victimes ukrainiennes. Et donc, si on dit la paix, comme Donald Trump le voit, je veux dire non. Je pense que tous les Ukrainiens... la plupart des Ukrainiens ils sont d'accord avec moi parce que déjà, toutes les victimes, on doit oublier tout ça. Donc ça serait un petit peu un sacrifice vain, c'est ça que vous voulez dire si l'Ukraine devait se voir imposer une paix qu'elle n'a pas choisie ? Oui, bien sûr qu'il faut négocier, mais je ne pense pas qu'on doit accepter tout ce que Poutine et Donald Trump veulent. On va terminer là-dessus. Merci à tous les deux d'être venus. Il est maintenant temps de rappuyer sur play pour écouter de la très belle chanson française dans Showcase avec la présentation du nouvel album de Mathieu Catala. Le chanteur-batteur s'est fait connaître avec le groupe By Murphy il y a plus de 20 ans. Il se concentre désormais sur son projet personnel. Son second album, Aube, sera présenté le 25 avril au Botanique, mais vous aurez déjà droit à quelques extraits dans Showcase. Merci d'avoir choisi Ma Télé pour vous informer. Passez une très belle soirée et à bientôt.